Entre les lignes, le podcast de l'équipière qui raconte le football féminin du vestiaire au terrain. Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue dans Entre les lignes, le nouveau podcast de l'équipière, un podcast qu'on va tâcher de faire tous les mois, qui sera un peu votre rendez-vous audio autour de l'actualité du football féminin en France et dans le monde. Et pour cette première d'Entre les lignes, on a le plaisir, que dis-je, l'honneur d'avoir avec nous la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France de football, 82 buts en 172 sélections, Eugénie Le Sommer. Bonsoir Eugénie. Bonsoir. Bon, on vous doit d'abord de multiples félicitations, un vainqueur de la Ligue des Champions, record en équipe de France, et puis donc mariage, donc triple félicitations. Du coup. Merci, puis, c'est gentil. Bon, et puis c'est une saison qui a pas mal démarré pour l'Olympique Lyonnais, donc tout va bien. C'est peut-être le plus dur en fait de pas rester juste sur un petit nuage et de rester un petit peu concentré sur les prochains objectifs. Oui, c'est vrai que ça a été un début de saison assez riche en émotions, personnellement et collectivement. C'est vrai qu'on a démarré fort la saison et ça s'est bien passé. Donc maintenant, on essaye de surfer sur la vague et puis pour l'instant, ça se passe bien pour nous. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. On a notre invitée ce soir, une autre invitée qui sera un peu notre consultante. Vous connaissez bien avec Eugénie, hein, vous avez joué ensemble. Bonsoir Corinne Petit. Bonsoir. Bon, 5 Ligues des Champions et 10 championnats avec Lyon, 89 sélections en bleu, ça se place là aussi. Vous êtes retraitée des terrains, mais vous n'êtes pas forcément inactive. Vous avez un poste d'ambassadrice à La Rochelle, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, bon, depuis cet été. Comment ça se passe ? En deux mots, comment ça se passe pour vous ? Mais en fait, c'est un petit club qui veut se projeter à long terme au plus haut niveau. Et comme je suis née dans cette ville, ils m'ont contactée. Donc voilà, j'essaie d'apporter un petit peu mon expérience. On en reparlera également. Et puis à mes côtés, donc un peu les pontes de l'équipière, mes deux co-animateurs. Honneur aux dames. Bonsoir Inès Roy-Levanovic. Bonsoir. Vous êtes tu es la présidente de l'équipière. Tu nous présenteras donc 2 chroniques dont on reparle dans un instant. Et puis Nicolas Jambour, rédacteur en chef de l'équipière, chargé du suivi de l'actualité. Salut Nicolas. Salut Léo, bonsoir à tous. Toi aussi, tu auras tes chroniques. Et pour démarrer justement, on va faire un peu la feuille de match et on vous présente justement le programme de l'émission. Entre les lignes. On va d'abord revenir sur ce qui se passe chez nous en D1 et en D2, et puis on parlera de notre championnat, de son niveau, de la concurrence aussi des championnats étrangers. Ce sera un peu la causerie de l'équipière, donc avec toi Nicolas. La causerie, ça vous parle, Corinne et Eugénie, a priori ? Oui, on connaît bien. C'est un terme ça sort pas de l'ordinaire. Par contre, on va sortir de l'ordinaire avec toi, Inès. Tu vas élargir un peu nos horizons. Ce sera le visa pour la planète football. Tu nous as sélectionné donc 3 informations autour du football féminin dans le monde. C'est ça. Je vais essayer de vous faire voyager un petit peu à travers quelques actualités sympathiques qui, j'espère, vous plairont. Ok. Et puis ensuite, on discutera avec vous, Eugénie, de votre actualité, de votre présent, de votre futur. Ce sera la zone de vérité. C'est Nicolas qui vous cuisinera un petit peu. Et puis, on terminera de nouveau avec toi, Inès, sur une belle note, sur une initiative dans le football féminin. Rendez-vous donc en fin d'émission. Voilà, tout le monde est prêt, tout le monde connaît le programme. C'est parti donc pour ce premier podcast d'Entre les lignes. Entre les lignes. On revient donc d'abord sur ce qui s'est passé ce week-end sur les pelouses de D1 et de D2, Nicolas. Et oui, Léo, c'est l'heure du point classement résultat sur les pelouses de D1 et D2. Commençons dès maintenant par les 2 groupes de Division 2. Dans la poule A, c'est Nantes qui est seul leader de la poule après 4 victoires en autant de matchs. Les joueuses de Tanguy Festivo visent la montée et sans se cacher, elles sont bien parties, même si évidemment la saison sera longue. Les Canaries nantaises devront faire avec la concurrence de Lille, Metz, mais aussi avec celle des outsiders Saint-Malo et Orléans, qui ont très bien démarré leur saison avec respectivement 10 et 9 points. Arlac, Mérignac et Nîmes, les 2 promus, n'ont pas encore remporté le moindre point cette saison et occupent les 2 dernières places. Dans le groupe B, c'est Rodez et Saint-Etienne qui pour le moment s'affrontent dans un combat de coq à distance, 4 matchs, 4 victoires et 12 points pour les 2 équipes. Et le duo de leader est suivi de près par Iser, l'équipe coachée par Théodore Genoux, qui compte actuellement 10 points. Les mauvais élèves de la partie nord se nomment Nancy et Vendenheim. Ces équipes devront vite réagir si elles veulent pas vivre une saison cauchemardesque.
4 matchs joués également par les 12 équipes de D1 dans cette saison 2020-2021. Commençons par le bas du classement. 2 équipes qui n'ont pas encore amené le moindre point. Le promu GPSO ici 92 et Guingamp. Il faut dire que les Bretonnes ont dû faire avec des déplacements à Paris, Bordeaux ou encore Montpellier. Elles devront battre Soyaux à domicile pour lancer leur saison. Dans le haut du classement, Lyon fait pour le moment un sans faute, comme souvent, 4 sur 4. Le PSG et Montpellier sont toujours invaincus avec 3 victoires et un match nul. On va en parler tout de suite pendant la causerie de l'équipière. Mais Fleury fait aussi un joli début de saison alors que les très ambitieuses Girondines de Bordeaux ont dû affronter les 2 ogres parisiens et lyonnais dès le premier mois et donc ont pris un peu de retard au classement. Ce week-end, ce sera l'occasion en D1 de belles affiches avec notamment cette confrontation justement entre Bordeaux et Fleury qui s'annonce pleine de suspense. Et le choc de cette journée pourrait profiter à l'OL puisque Montpellier, 3e, et le Paris Saint-Germain, 2e, s'affronteront samedi à 20h45. Eugénie, justement, vous venez justement d'affronter Fleury. Vous avez eu un peu de mal quand même pendant une partie du match. Comment vous l'avez vu cette équipe ? Quelles sont les forces et est-ce qu'à votre avis, elles peuvent se mêler à la lutte pour le top 5, voire le top 4 ? C'est difficile à dire le classement où elles termineront. Après, on est tombé face à une équipe de Fleury qui a bien défendu, qui a joué avec ses armes, qui a mis un peu d'impact. Et puis nous, on était peut-être un peu moins précises dans les derniers mètres. Et c'est ce qui a fait qu'on a mis du temps à marquer. Après, faut pas oublier non plus les conditions dans lesquelles on a joué, qui n'ont pas favorisé forcément un grand match de la part des 2 équipes. Mais voilà, tout de même, on a réussi à jouer, à gagner, c'était important pour nous et on voulait pas perdre de points en chemin, donc c'est chose faite. Après, cette équipe de Fleury, je sais pas trop où elle se situera. C'est difficile à dire pour l'instant parce qu'on vient que de débuter le championnat. Après, elles sont bien parties et tant mieux pour elles. Corinne, il y a une équipe qui a un début de saison un peu compliqué, c'est Bordeaux. Quelle incidence ça peut avoir à votre sens pour la suite de la saison, notamment pour cette fameuse course à la 3e place qui sera qualificative pour la Ligue des Championnes ? Elles sont en difficulté, mais c'est surtout leur calendrier qui est particulier. Commencer en ayant joué Lyon et Paris sur les premiers matchs, forcément, et ressortir avec 2 défaites, pour le moral, c'est pas évident, mais je pense qu'elles peuvent faire quand même quelque chose et rebondir de ça. Bon. Quelle équipe, vous, en un mot, vous a un peu vous a satisfaite, en dehors de l'Olympique Lyonnais, bien sûr, mais qui vous a un peu tapé dans l'œil ? Sans surprise, forcément, Paris a des atouts importants avec le bon recrutement qu'elles ont fait cette année, mais Bordeaux peut créer quelque chose. Ça fait 2 ans maintenant qu'elles commencent à se trouver et je pense qu'elles peuvent faire quelque chose cette saison pour finir 3e. Bon, on reparlera de Bordeaux également. Voilà un petit peu donc pour les bases. On passe au sujet de fond, c'est la causerie de l'équipière. Entre les lignes. Nous sommes ce soir, donc on vous le rappelle, avec Eugénie Le Sommer, meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France, septuple vainqueur de la Ligue des Champions, 10 fois vainqueur du championnat de France. Nous sommes aussi avec son ex-coéquipière, notre consultante Corinne Petit, 89 sélections en équipe de France, 5 Ligues des Champions, 10 championnats de France. La D1, on commence par ça, le sujet est vaste, il y a beaucoup de choses à dire. On va revenir rapidement sur la course aux premières places en D1. On évoquait Bordeaux, Corinne Petit. Est-ce qu'elles peuvent venir troubler la lutte entre Lyon et le PSG qu'on imagine pour les premières places du classement ? Est-ce qu'on doit s'attendre à un nouveau duel PSG-Lyon ou est-ce que Lyon va dominer comme d'habitude, entre guillemets, ou est-ce que les choses peuvent changer ? J'espère que ça ne changera pas par rapport à la première place, que voilà, Lyon finira encore tout en haut cette année. Après, Paris est là, Paris veut faire quelque chose depuis plusieurs années. Ils mettent certains moyens pour évoluer, mais voilà, Lyon le fait aussi, donc ça va être difficile. Par rapport à Bordeaux, je pense qu'il y a quelque chose qui est possible, mais après, elles ont beaucoup moins de bancs. La qualité, elle est là, mais elle est moindre aussi, donc ça va être difficile quand on voit déjà que leur capitaine, Charlotte Bilbao, se blesse et manque concrètement sur la rencontre d'après. Voilà, c'est particulier pour ces équipes-là qui continuent à monter, mais qui sont encore moins. Enfin, il y a encore un écart.
Bon. Nicolas, qu'est-ce qui te ressort pour toi? Oui, bon, après, bon, ce qui est sûr, c'est que Lyon a encore de l'avance. On le voit chaque année. Maintenant, moi, je pense que le Paris Saint-Germain, peut-être encore plus que d'habitude, peut faire douter Lyon, en tout cas pendant un moment, peut-être jusqu'au bout. Parce qu'il y a un facteur X qui s'appelle Khadijatou Diani qui progresse chaque année, qui cette année commence à avoir des stats impressionnantes, ce qui n'était pas forcément le cas les autres années. Elle a commencé vraiment tambour battant cette saison avec un triplé et une passe décisive dès le premier match contre Guingamp. Elle est en lice pour être élue meilleure joueuse du mois des Arkema. C'est une joueuse que si elle commence à avoir des statistiques impressionnantes, ça peut changer dans un match important comme le sont les classicos entre Lyon et Lyon. Lyon et le Paris Saint-Germain, pardon. Et voilà, et le duo d'attaque Diani Katoto, pour moi, encore plus que les autres saisons, peut faire la différence cette année. D'autant plus que il y a Eugénie, bien sûr, en attaque à Lyon, mais évidemment, on le sait tous, Ade Hegerberg est encore blessée, on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle reviendra. Et je pense que voilà, le duo, ça c'est mon avis personnel, le duo d'attaque Khadijatou Diani et Marie-Antoinette Kakoko peut faire mal en tout cas. Eugénie, justement, Kali Diani et Marie Katoto, vous les connaissez bien, hein, vous les côtoyez en équipe de France. Elles sont donc en effet le fer de lance d'une attaque du PSG qui fonctionne pas mal, qui marque beaucoup. C'est votre principal rival hein, avec l'Olympique Lyonnais. C'est voilà, encore une saison où vous devez encore redoubler de vigilance pour ne pas être... pour que le PSG vous dispute pas votre suprématie. Bah écoutez, chaque année, en tout cas depuis 3-4 ans, je vais dire, à chaque début de saison, on nous dit que le PSG est prêt cette année à détrôner Lyon, donc c'est pas nouveau. Après, je pense que oui, c'est une équipe qui a de la qualité. Kadi et Marie Katoto font partie de ces qualités, du talent qu'elles ont dans leur équipe. Maintenant, voilà, nous on est confiante aussi, et même s'il nous manque des joueuses qui sont absentes pour blessure, je pense qu'on a démontré sur des gros matchs qu'on avait un gros collectif et des joueuses qui pouvaient aussi suppléer ces titulaires de d'habitude, j'ai envie de dire. Maintenant, voilà, nous on va faire notre petit bonhomme de chemin et on verra à la fin de la saison, on fera les comptes, mais on est confiante pour le championnat et j'espère que le duel avec Paris sera en notre faveur. Derrière, il y a beaucoup de clubs hein, qui essayent de monter, de jouer les troubles faits, qui sont ambitieux. Il y a Bordeaux, bien sûr, on en a parlé. Il y a Montpellier, il y a Fleury. Et puis derrière, il y a des équipes comme Reims, Dijon, voire le Paris FC qui avancent, qui progressent. Quelle pourrait être la surprise de la saison? Nicolas ou Corinne, par exemple, votre avis? À vous, Corinne, à vous. Malheureusement, ce serait bien. Déjà du suspense jusqu'au bout, mais une grosse surprise, je la vois pas quand même. Je vois pas une équipe qu'on n'a pas citée en enlevant Lyon et Paris, mais Bordeaux, Fleury ou Montpellier. Une autre de ces équipes finir dans les 5 premières, ce serait quand même là une grosse surprise, mais je le pense pas. Donc ça veut dire, Corinne, que vous mettez d'emblée Fleury devant le Paris FC, par exemple? Ce qui est aussi personnellement mon avis, mais je ne sais pas s'il est partagé par tout le monde, d'autant plus que le Paris FC est quand même une équipe historique de notre championnat. Oui, historique, c'est ça le mot. Après, ça fait quelques années que... Alors, déclin, c'est peut-être fort, mais voilà qu'on les attend à chaque fois un peu plus haut et que ce n'est pas le cas. Et puis, à côté, il y a des équipes qui montent, justement, et c'est ça aussi l'avenir du foot féminin français, des équipes qui mettent un petit peu d'argent pour attirer certaines filles, qui font des recrutements plutôt intelligents. Donc, moi, je placerais peut-être Fleury au-dessus le PFC, oui, pour cette année. Ça va nous permettre de rebondir sur un sujet un petit peu plus vaste, c'est-à-dire l'évolution du niveau de la D1. On le dit, hein, donc il y a du recrutement à Fleury, il y a Bordeaux qui est ambitieuse, il y a Reims qui grimpe un petit peu. Comment vous voyez, Eugénie, vous qui avez une longue carrière, hein, vous avez pu voir un petit peu le niveau de la D1 évoluer. Quel est votre regard un peu là-dessus par rapport à quand vous avez débuté? Bah, clairement, la première chose, c'est que les clubs sont de mieux en mieux préparés. Les équipes travaillent bien, ça on le ressent chaque week-end. Je pense qu'il y a plus de qualité dans les effectifs. L'apport aussi des joueuses étrangères dans le championnat
amène un plus et je trouve que le championnat ressort plus compétitif en tout cas. Et après, je trouve que il y a de plus en plus d'incertitudes entre les différentes équipes. Avant, le classement était déjà fait d'avance. Aujourd'hui, c'est vrai que même si oui, on a gagné tous les derniers championnats, mais derrière, je trouve que les équipes se valent à peu près. Et mis à part cette année, je pense ici qui est peut-être un peu plus en difficulté parce qu'elles ont justement eu un recrutement un peu moins important. Guingamp, je pense qu'elles ont des atouts pour remonter au classement. Voilà, je pense que d'année en année, on progresse. Après, je sais pas si ça suffira pour passer devant un championnat comme l'Angleterre, mais en tout cas, il y a du mieux. Et j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite, mais voilà, ce qui est sûr, c'est que ça progresse. Moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans à Lyon, les équipes n'avaient pas le même niveau qu'aujourd'hui, ça c'est certain. Ouais, parce que même pour compléter les propos de Génie, c'est vrai que qui pouvait dire la semaine dernière qui allait gagner le duel entre Le Havre et Soyaux, par exemple, ou par exemple on a eu un beau match nul, même si c'était un 0-0 entre Fleury et Montpellier en début de saison. Ça montre quand même que derrière ce duo de tête, c'est très serré, d'autant plus que Bordeaux débute mal son championnat, donc ils vont devoir reprendre des points. Elles vont devoir reprendre des points. Donc je pense que cette lutte entre la 3e et la 5, voire 6e place peut durer un petit peu au fil de la saison et donc peut ajouter un peu de suspense à cette D1. Corinne, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous aussi, vous êtes retraité depuis peu, mais vous avez pu voir un petit peu là ces 2-3 dernières saisons comment, avec plus de recul, du coup en étant en dehors des terrains, comment vous voyez un petit peu l'évolution de la D1 Arkema? Comme l'a dit Eugénie, les équipes se structurent, travaillent mieux. Il y a les contrats forcément qui sont de plus en plus fréquents dans chaque groupe, mais il y a aussi tous les à côté qui sont importants et qui font monter le niveau sur le terrain, c'est-à-dire la préparation. Chaque club maintenant a des préparateurs physiques, a des staffs médicaux bien structurés. Il y a la vidéo aussi qui est importante. Voilà, c'est tous les à côté qui ont grandi, je pense, dans les petites équipes qui n'y avaient pas du tout auparavant. Là-dessus aussi, juste moi, je pense que pour aller encore plus loin, progresser encore peut-être davantage, en D1 par exemple, il y a encore des équipes qui s'entraînent le soir. Pour moi, c'est quand même un problème. Peut-être qu'on pourra avoir un peu l'avis de Génie et de Corinne là-dessus. Je pense que l'un des facteurs importants pour progresser, ça va être aussi le niveau physique. Et forcément, si une joueuse est professionnelle à plein temps et s'entraîne le matin, le midi, l'après-midi, etc., elle va avoir le temps de faire de la musculation. Et d'autres, enfin même si les joueuses qui s'entraînent le soir aussi en font bien sûr, mais voilà, le professionnalisme est important pour ça. Et on a des équipes comme Nantes en D2 qui par exemple elles s'entraînent le matin ou l'après-midi, donc je pense que c'est important pour que notre D1 progresse encore plus, qu'on ait que des équipes qui soient capables de s'entraîner le matin, l'après-midi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, Corinne, Eugénie, par rapport à ça. Moi je peux vous répondre, c'est sûr que moi j'ai toujours dit que être professionnel c'est avant tout pour la performance, c'est forcément un plus de pouvoir s'entraîner le matin ou l'après-midi et le reste du temps pouvoir faire des soins, faire de la récupération. C'est sûr que si tu as eu ta journée de travail, tu t'es levé tôt le matin, tu as eu toute ta journée au travail et que tu vas t'entraîner le soir à 19h ou 20h, moi je pense que la réponse elle est claire, tu pourras pas être aussi performante qu'une équipe où les joueuses elles ont le temps de récupérer, de bien se préparer et de pas faire tout à la va-vite. Et voilà, ça se saurait, hein, même chez les garçons, si une équipe était plus performante en ayant un autre job à côté à plein temps. Donc voilà, après, je sais que c'est difficile pour certains clubs d'avoir un effectif entièrement professionnel, mais je pense que c'est en ce sens qu'il faut travailler parce que comme je disais, être professionnel, c'est avant tout un statut, mais c'est aussi avoir des conditions optimales pour s'entraîner et pour être performante. On va ouvrir un peu les horizons, on va aller à l'étranger un petit peu. On voit que l'Angleterre devient, se place à récupérer des joueuses importantes, notamment Eugénie Lucie Bronze qui est retournée en Angleterre. Est-ce qu'il faut donc continuer à progresser sans se faire rattraper, c'est-à-dire
il y a eu la Coupe du Monde en France, on a dit que c'était un tremplin, qu'il fallait s'appuyer là-dessus pour continuer à progresser. Il y a d'autres pays qui s'y mettent aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire en plus maintenant pour rester compétitif par rapport à ces pays qui se développent? On parle de l'Angleterre, on parle de l'Espagne également, avec l'Atlético Madrid, le Real Madrid qui se place, le FC Barcelone. Qu'est-ce qui manque encore? Votre regard, Corinne Petit, sur l'étranger, qu'est-ce que ça vous inspire? L'étranger, en fait, elles sont comme nous, sauf que certains clubs, en fait, c'est un peu bizarre de dire ça, mais tout est une question d'argent. Les clubs attirent les joueuses. Par exemple, Lucie, si on prend cet exemple-là, avec l'argent, avec les structures, avec tout ce qu'il y a à côté. C'est quand Eugénie parle de professionnalisme et d'entraînement important, d'avoir sa vie reliée qu'au foot et pas à quelque chose, à une activité professionnelle ou à des études. C'est juste une question financière. Si toutes les filles pouvaient vivre seulement du football, bien sûr qu'elles ne travailleraient pas à côté. C'est leur passion, c'est ce pourquoi on vit chaque jour en fait. Donc l'Angleterre principalement est en train de monter et de s'orienter le plus possible vers le football professionnel. Et voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on s'en écarte. Nous, la France, il faut qu'on continue à évoluer, mais c'est les choix des clubs qui font tout et c'est ça qui peut laisser une grande marge entre les pays, je pense. Nicolas? Ouais, bon, moi je pense que déjà, tu as mentionné l'Espagne et d'autres pays, mais moi je pense qu'il y a vraiment l'Angleterre et les autres. L'Espagne, on a quand même encore beaucoup d'avance, je pense, même si le FC Barcelone, par exemple, chaque année fait des très bonnes saisons en Ligue des Champions. L'Angleterre, c'est ce que disait Corinne, je pense que c'est vraiment une question d'argent. Il y a eu beaucoup d'investissements ces derniers temps, et notamment cet été, avec des gros salaires, de l'argent mis sur les infrastructures, etc. Et ça, c'est plus inquiétant quand même, parce que surtout qu'ils sont au moins 5-6 clubs à le faire. Everton, Tottenham, les deux Manchester, Chelsea, Arsenal. Et ça, c'est inquiétant quand même. Moi, ça m'inquiète un petit peu à ce niveau-là. Donc, je pense que ce qu'il va falloir, on a vu un petit peu les prémices cet été avec, par exemple, de l'argent qui venait de la LFP et des droits TV masculins. Ça peut être une piste intéressante, même si ça a suscité quelques débats cet été. Mais clairement, il faut une grosse manne financière, une aide importante qui vienne de l'extérieur, soit des sponsors, soit du foot masculin. Voilà, il y a différentes pistes, mais il va falloir de l'argent à un moment pour que le foot français féminin se développe aussi vite que l'Angleterre. Eugénie, justement, quel regard vous portez sur l'étranger, cette nouvelle concurrence, le fait que Lucie Bronze, par exemple, donc on le disait, est repartie. On a des joueuses en Espagne telles Aïssatou Tounkara qui sont à l'Atlético Madrid. Et puis surtout, la question subsidiaire que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que l'étranger ne vous a jamais tenté, vous aussi? Alors, pour répondre à la première question, déjà, je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit avant, c'est que l'argent fait beaucoup. Moi, je pense que notre championnat doit devenir professionnel. Si on veut attirer des joueuses et garder les joueuses qui sont déjà dans le championnat, il va falloir investir un peu plus à tous les niveaux. Aujourd'hui, une joueuse qui a le choix entre l'Angleterre et la France, elle va peut-être choisir l'Angleterre. Pour des raisons, oui, au niveau du salaire, mais pas que. Je pense qu'en termes de conditions d'entraînement, de conditions de voyage, tout ça, pour en avoir discuté avec des filles qui sont en sélection, elles sont vraiment dans de bonnes conditions là-bas. Et c'est en ce sens quand je disais que oui, il faut mieux se déplacer, il faut mieux récupérer. Elles ont des staffs médicaux qui sont importants aussi. C'est plein de choses, c'est un ensemble. Après, il faut pas oublier non plus que l'Espagne, je crois que c'est la saison prochaine ou dans 2 ans, va devenir professionnelle. Leur championnat. Donc voilà, c'est des pays qui avancent. L'Allemagne a déjà fait beaucoup par le passé. Aujourd'hui, je pense que elles sont aussi présentes à travers 2 clubs qui sont Wolfsburg et le Bayern, et le reste après qui suit. Donc oui, je sais pas de quoi sera fait l'avenir du football féminin français, mais ce qui est sûr, c'est que je rejoins le fait qu'il faut investir, il faut qu'il y ait un peu plus d'argent pour garder les joueuses ou attirer d'autres ou avoir des meilleures conditions pour s'entraîner et être professionnel tout simplement. Parce que oui, on voit Paris, on voit Lyon et on se dit que le championnat c'est ça, mais non, la réalité c'est pas ça et il y a encore beaucoup de clubs qui galèrent entre guillemets et qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent, même s'ils essayent de travailler et de faire du mieux possible. Parfois c'est pas forcément suffisant, donc il faut aussi les aider.
Après, pour en revenir à la deuxième question, moi, je sais pas. Je sais pas de quoi mon avenir sera fait et pour l'instant, je me pose pas la question. Je me sens bien à Lyon, j'ai envie de faire une bonne saison et pour l'instant, je suis bien ici, donc on verra. Oui, Après, j'ai toujours dit qu'une expérience à l'étranger, ça me tenterait parce que j'ai côtoyé des étrangères dans mon club et je sais ce que ça leur apporte et quand je vois comment elles se sentent, ce qu'elles découvrent, une nouvelle langue, une nouvelle culture, une nouvelle manière de s'entraîner, de jouer au foot et c'est enrichissant personnellement. Donc après, je sais pas si ça se fera, on verra. On verra bien en effet dans le futur pour vous. Eh ben, on va rester sur l'étranger, hein, on va passer à la chronique d'Inès, on va ouvrir nos yeux et surtout nos oreilles hein, du coup pour parcourir la planète avec toi Inès. C'est le visa pour la planète football. Entre les lignes. Et oui Léo, merci, on va effectivement voyager, mais avant de partir trop loin, on va rester un petit peu en Angleterre dont on était en train de parler à l'instant. En l'occurrence pour parler de son attractivité, encore une fois. Elle a eu une période de mercato assez chamboulée et assez folle. En l'occurrence, je vais parler maintenant de l'arrivée de 5 grandes stars américaines, de Alex Morgan, Sam Mewis, Rose Lavelle, Toby Neath et Kristen Press, au plus grand bonheur de beaucoup de supporters, anglais comme américains. Avant elle, plusieurs pointures internationales du monde entier et même de France, comme Valérie Gauvin, avaient déjà choisi la FAWSL pour cette saison à venir, ou qui vient de commencer. Preuve de l'attractivité de ce championnat pour les joueuses. Mais la présence de ces joueuses même apporte également du crédit au championnat. On le voit par exemple avec ces Américaines qui font particulièrement fureur. Et en particulier, un exemple assez parlant est la popularité des maillots de Toby Neath et de Kristen Press qui ont été les meilleures ventes de Manchester United en termes de maillots, d'hommes et de femmes confondus, et ce à peine quelques jours après que les deux Américaines aient signé dans le club anglais. La D1 devrait-elle s'inquiéter de cette attractivité de nos voisines outre-Manche ? La question reste en suspens. Mais envolons-nous maintenant plus au sud, en Espagne, où a eu le tout premier classico Barça-Real de football féminin. Effectivement, les fans de football masculin sont assez friands généralement du classico Barça-Real, qui est l'un des matchs les plus suivis dans le monde généralement. Dans le foot féminin, le classico était plutôt PSG-OL. Nous, Français, n'allons pas nous en plaindre, mais c'est a priori un petit peu de l'histoire ancienne, puisque l'année dernière, le Real Madrid a racheté le CD Tacón et depuis un an accueille de nombreuses joueuses internationales à Madrid. Et ce week-end a eu lieu la première journée de la saison de la Liga Iberdrola et elle a commencé par ce fameux classico. Pourtant, le résultat a été assez décevant pour le Real étant donné que le Barça a gagné 4-0. On a hâte de voir donc ce que donneront les prochains matchs, dont ce dimanche, celui des Madrilènes contre Valence. Il aura lieu à midi. Enfin, direction l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, où une bonne nouvelle a été annoncée en Sierra Leone. Lundi a été déclaré le fait que la sélection féminine et masculine recevront un traitement salarial égal, une décision qui s'inscrit dans la politique du pays et de la Fédération africaine de promotion du football féminin. La Sierra Leone devient ainsi l'un des rares pays du monde à mettre en place l'égalité salariale, première en Afrique. À noter que les seuls autres pays du monde qui l'ont sont les Pays-Bas, la Norvège, depuis l'année dernière la Finlande et l'Australie, et le mois dernier l'Angleterre et le Brésil se sont ajoutés à la liste. Je vous pose maintenant la question, à quand l'égalité salariale en France ? Il me semble que j'avais lu récemment une interview de Eugénie justement qui disait que c'était pas pour tout de suite. Moi je partage cet avis aussi, je pense que c'est pas un peu c'est pas de l'air du temps, dans l'air du temps aujourd'hui d'en parler en France. Il y a déjà plein de choses à faire avant, à commencer par le fait que ça devienne professionnel notre championnat avant de parler d'égalité salariale, et puis les salaires augmenteront au fur et à mesure. Je pense, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez, Corinne. On en est loin, je pense. Déjà, si un autre sport arrive à atteindre ce que gagnent les garçons, enfin les footballeurs, ce serait beau, des handballeurs ou quoi. Donc les filles, on en est vraiment loin. C'est pas pour tout de suite. C'est la médiatisation qui donne tout, c'est les droits télé qui apportent l'argent au départ dans les clubs. C'est des gros investisseurs qui se mettent sur des clubs, mais on est
à milieu d'arriver à rattraper les garçons. Après, c'est pas non plus ce qu'on désire. Enfin, je pense pas. G, tu peux dire ton avis, mais on n'a pas besoin d'arriver à ce que gagnent les garçons non plus. Hein. Oui, en fait, c'est un sujet de société, d'actualité, mais il faut déjà regarder et constater, faire un constat de ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est utopique de vouloir l'égalité salariale entre le football féminin et le football masculin. Nous, je suis pas sûre que ce soit l'objectif d'atteindre les garçons. Peut-être que eux gagnent trop, sans doute. Mais l'objectif, il est clairement oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dans un premier temps d'être professionnel, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas de plein de joueuses du championnat. Donc, comment demander à des joueuses d'être payées des millions si elles partent déjà de zéro et qu'elles n'ont pas de salaire. Donc, voilà, il faut être réaliste. Je pense que le sujet, il sera d'actualité peut-être dans quelques années, mais aujourd'hui, on en est loin, comme disait Corinne. C'est pas. En tout cas, moi, c'est pas la chose que je vois la plus évidente à changer et à faire. C'est ce que je disais, c'est ramener un peu plus d'argent pour pouvoir améliorer toutes les conditions dans leur ensemble. Et c'est en ce sens qu'il faut travailler. C'est un sujet en effet sur lequel on sera certainement amené à reparler. Hein, en effet, qui agite un petit peu la France. Merci Inès du coup d'avoir élargi nos horizons. Voilà de quoi s'occuper un peu en attendant le prochain podcast. On va passer à la zone de vérité, l'interview avec toi Nicolas. Entre les lignes. Nous sommes ce soir, donc on vous le rappelle, avec Eugénie Le Sommer, la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France, septuple vainqueur de la Ligue des Champions, 10 fois vainqueur du championnat de France. 10 championnats de France, c'est aussi ce qui est au palmarès de son ex-coéquipière, notre consultante Corinne Petit, qui a aussi 5 Ligues des Champions et 89 sélections en bleu à son actif. Nicolas, tu te confrontes en fait à notre invité Eugénie Le Sommer, et tu as du courage parce que c'est quand même un monument. Déjà encore merci Eugénie d'être avec nous ce soir. Petite question d'abord pour tout le monde. Si je vous dis qu'il reste 30 matchs et 21 buts à Eugénie pour encore écrire l'histoire, selon vous, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous avez une idée, Léo, Inès, Corinne? Je sais pas. Je vais pas Eugénie, est-ce que vous savez? J'ai une petite idée. Les 30 matchs, c'est pour égaler ou dépasser le record de Sandrine Soubeyran, je pense. Et les buts, c'est pour arriver à 100, je pense, mais je sais pas. Non, c'est loupé. 30 matchs et 21 buts, c'est ce qui vous manque encore pour devenir la joueuse 1 qui a le plus de matchs en D1 et 2 la meilleure buteuse de l'histoire du championnat. Donc à 31 ans, si vous restez encore un petit peu en France et que vous n'êtes pas tenté tout de suite par l'expérience à l'étranger, ce sera peut-être des nouveaux records à envisager. Pour commencer, comment vous sentez-vous physiquement, mentalement en ce début de saison? Justement, on disait que c'était un beau début de saison. Oui, c'est un beau début de saison et personnellement, je me sens très bien physiquement et psychologiquement aussi. C'est vrai qu'il fallait débuter fort la saison, c'est ce qu'on a réussi à faire et c'est ce que j'ai réussi à faire. Voilà, à partir du moment où la saison elle est lancée, les matchs s'enchaînent, les entraînements s'enchaînent et on est dedans. Donc voilà, après, on m'avait posé la question par rapport au fait qu'on ait repris très tôt la saison, parce qu'il faut savoir qu'on a repris le 15 juin et qu'on n'avait pas vraiment eu de coupure, parce que même si on a eu le confinement, on a continué à s'entraîner en se disant que peut-être ça allait reprendre, donc il fallait garder la forme. Donc peut-être qu'il y aura un petit coup de mou dans quelques semaines ou dans quelques mois, et c'est là où il faudra être vigilant. C'est vrai que je pense que dans certains clubs, on ressent, et notamment chez nous, où on a quelques filles qui sont blessées. Donc, c'est peut-être des alertes et quelque chose dont il faut faire attention tout de suite. Vous avez récemment joué milieu de terrain en équipe de France ou encore au match contre Fleury le week-end dernier. Comment est-ce que vous vous sentez dans cette position? Je suis une joueuse polyvalente, donc à partir de ce moment-là, je peux jouer un peu partout sur les postes offensifs. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai joué au milieu de terrain parce qu'il nous manquait pas mal de joueuses dans l'entrejeu. Après, c'est une position différente de d'habitude, mais je m'y sens bien et j'essaye d'apporter mes qualités à l'équipe et ce que je peux apporter. Après, bien sûr que je préfère être plus haute et être à la finition,
Mais voilà, je joue là où on me met et là où le coach pense que je suis le plus utile à l'équipe. Voilà, c'est vrai que même l'année dernière, j'avais eu l'occasion de faire quelques matchs au milieu et en sélection aussi. Donc voilà, je peux jouer un petit peu partout. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais en tout cas, j'essaie de donner le maximum à chaque match. La saison dernière, elle a été un petit peu, un peu plus compliquée. Il y a eu l'échec à la Coupe du Monde et puis après les blessures qui ont un peu gâché votre saison. Comment est-ce que vous avez vécu cette année-là, ces moments-là? Ensuite, il y a eu le confinement et ça s'est enchaîné, donc plusieurs mois sans jouer de nouveau. Comment vous avez vécu cette année-là? Oui, c'était une année particulière. L'après-Coupe du Monde a forcément été un peu difficile sur le coup parce que voilà, sortir d'un échec comme celui-ci, surtout sportivement, c'était difficile. Après, heureusement, les vacances sont arrivées vite et j'ai pu penser à autre chose et retrouver le club avec de la fraîcheur et l'envie de faire une grosse saison. J'avais plutôt bien démarré la saison et jusqu'au mois de novembre où je me suis blessée et où ça a été compliqué après de revenir parce que j'ai voulu rejouer contre le PSG mais c'était trop tôt donc j'ai aggravé la blessure et puis derrière pour reprendre c'est plus difficile donc j'ai été blessée quasiment de novembre à février et début mars même. J'avais repris au mois de mars avec la sélection et malheureusement on est rentré de sélection, il y a eu le confinement qui est tombé, donc voilà, ça a été difficile aussi à accepter pour moi parce que j'avais tout fait pour revenir. J'étais motivée à faire une fin de saison, une très bonne fin de saison, et du coup, je suis un peu restée sur ma faim. Mais bon, ça fait partie de la vie, et je pense qu'on se rappellera de cette année. Avec ce confinement et ce virus. Mais voilà, donc année particulière. Il fallait aussi terminer la Ligue des Champions au mois d'août. Donc on finissait une et on commençait une autre pratiquement dans le même temps. Donc c'était spécial. Mais aujourd'hui, ça y est, c'est lancé. En tout cas, ouais, tout va mieux cette année. En tout cas, on est heureux de vous avoir justement en plus quelques jours après ce beau record. Qu'est-ce que ça fait de se lever le matin en se disant qu'on est la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France? Est-ce que ça change votre quotidien de temps en temps? Alors, c'est pas quelque chose auquel je pense quand je me réveille, mais non, sur le moment, forcément, j'étais contente et j'avais beaucoup de fierté et depuis le temps qu'on m'en parlait, mais aussi parce que c'est quand même quelque chose d'important de marquer l'histoire de l'équipe de France et ce record, il représente beaucoup de choses pour moi et même si c'était pas un objectif au départ quand je suis arrivée en sélection, ça l'est devenu petit à petit en fait au fil des années et puis j'attendais ce moment avec impatience pour qu'on arrête de m'en parler mais non, c'était forcément un moment important et je sais aussi la joueuse qui a été Marinette et même si j'ai pas eu la chance de la côtoyer en sélection ou de jouer contre elle parce qu'elle a arrêté jusqu'en moi j'ai commencé, mais de ce que j'ai entendu dire, de quelques vidéos aussi que j'ai vues d'elle, c'était une grande joueuse et une grande buteuse. Donc voilà, la succéder, c'est d'autant plus quelque chose qui me touche. Et maintenant, on risque de ne pas vous lâcher puisque justement, il y a cette barre que vous évoquiez tout à l'heure des 100 buts. À 31 ans, il vous reste quelques années pour essayer de la viser. Vous êtes consciente qu'on ne va pas vous lâcher avec cette barre des 100 buts, non? Oui, j'ai remarqué. C'est vrai que à partir du moment où j'ai battu le record, tout de suite, on m'a dit maintenant les 100. Donc voilà, je sais à quoi m'attendre maintenant. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui va me perturber. Et ça sera un honneur forcément d'atteindre la barre des 100 parce que ça serait symbolique. Maintenant, je suis quelqu'un qui a toujours été tourné vers le collectif et qui pense d'abord à gagner des matchs avant de marquer des buts. Même si forcément, quand on marque, ça aide l'équipe à gagner. Mais je veux pas me tromper d'objectif, surtout que de par mon positionnement aussi, je suis pas forcément amenée à marquer des buts à chaque match, donc il faut aussi que je prenne ça en compte. Mais bien sûr que j'aime être devant le but et si je peux marquer des buts, j'en marquerai encore beaucoup. Justement, vous l'avez dit récemment, les records, ça ne vous obnubilait pas. Ce qui vous obnubile, par contre, c'est de remporter un titre avec les Bleus. Il y a un bel enchaînement qui se présente, l'Euro 2022, Coupe du Monde 2023 et Jeux Olympiques 2024 à Paris. Cette fois, là, on est d'accord, c'est un objectif majeur de remporter l'une de ces trois compétitions. Oui, clairement, ça c'est sûr, c'est un objectif
De gagner quelque chose avec mon pays, c'est quelque chose que j'ai envie. J'ai tout gagné avec mon club, mais rien avec la sélection. Et mon palmarès, il lui manque quelque chose. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on pourra le faire. En tout cas, c'est clairement un objectif sur les 3 prochaines années, qui seront concernées par l'Euro, la Coupe du Monde et les JO. C'est sûr que j'ai envie de ramener quelque chose et ça serait beau. Donc en tout cas, vous fixez déjà cet objectif de Paris 2024, être encore présente au plus haut niveau à ce moment-là? Oui, pourquoi pas. Je me fixe pas de limite. À partir du moment où je me sentirai bien dans mon corps, bien dans ma tête, j'aurai pas de raison d'arrêter. Après, on sait jamais ce qui peut arriver dans le foot et puis l'avenir, il est pas forcément écrit, donc on verra bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas d'actualité que j'arrête ma carrière et je sais que j'ai encore quelques belles années devant moi, donc voilà, on verra pour la suite. Et si vous aviez un seul souhait, un seul rêve, par exemple, à remporter une compétition avec les Bleus, ce serait plus fort que de gagner un ballon d'or, par exemple? Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je préfère gagner la Coupe du Monde avec l'équipe de France que le ballon d'or. Ça c'est une certitude. D'accord. Dans le film Pas là pour danser de Stéphanie Gillard, on voit beaucoup les joueuses expérimentées conseiller les plus jeunes, notamment Melvin Mallard, Selma Bacha. Plusieurs jeunes cet été ont intégré le groupe pro, Alice Sombat, Vicky Betcho, Assimina Maolida et d'autres. Quels conseils vous leur donnez pour durer et performer comme c'est votre cas depuis 14 années en D1 maintenant? Les conseils qu'on peut leur donner et que moi j'essaie de leur donner, c'est de prendre exemple sur les plus anciennes et sur celles qui sont performantes en club. Moi j'ai eu la chance quand je suis arrivée à Lyon de m'inspirer, d'avoir des filles qui étaient là aussi pour me conseiller et ça c'est hyper important pour la suite d'une carrière. Donc je sais l'importance que ça a et j'essaie de leur donner des petits conseils que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, et puis les guider un petit peu parce que elles savent pas forcément tout, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, donc il faut aussi les conseiller, mais elles aussi sont demandeuses parfois, donc voilà, c'est quelque chose qui est enrichissant pour les deux parties et je crois que c'est ce qui fait notre force aussi depuis pas mal d'années à Lyon, c'est que les jeunes arrivent à s'inspirer des plus anciennes et même moi aussi, des fois j'apprends des plus jeunes et il n'y a pas forcément de sens et ce qui est enrichissant c'est ce qui peut se passer dans un groupe et ce qu'on peut y apporter. Pour finir avec cette interview, est-ce que vous auriez aimé démarrer votre carrière de joueuse professionnelle en 2020 comme c'est le cas de ces jeunes joueuses? C'est une bonne question. Je sais pas. Je suis consciente aussi et j'ai eu la chance de connaître le football d'il y a 10-15 ans où on n'avait pas tout ça et j'ai pu me rendre compte de l'évolution et ça j'essaye aussi de l'expliquer aux plus jeunes. Parfois on a des discussions où elles nous demandent c'était comment avant ou on leur dit mais vous savez ça il n'y avait pas avant donc voilà, moi je suis consciente qu'il y a eu une évolution et ça je trouve que c'est plutôt bien et je peux pas dire que je préférerais démarrer ma carrière aujourd'hui. En tant que joueuse professionnelle, peut-être, mais pour tout ce que ça m'a apporté, tout ce que j'ai connu, pas forcément. Ça marche. Merci beaucoup, Eugénie, pour l'interview. Bon, merci beaucoup. Merci Nicolas, si seulement on avait plus de temps, parce qu'avec la carrière d'Eugénie, on pourrait faire toute la nuit. Malheureusement, comme toujours, on manque un petit peu de temps. Mais c'est pas la dernière chose que vous apprendrez ce soir. Inès, on va parler avec toi d'une belle initiative. C'est ce qu'on a appelé le hashtag mi-temps. Entre les lignes. Pour cette toute première chronique hashtag mi-temps, je vais vous parler non pas d'une initiative, mais plutôt de 3. Des initiatives mises en place cette saison par la Fédération française de football pour promouvoir la D1 Arkema. On l'a dit, on en a parlé tout à l'heure, la D1 semble être un peu moins attractive que certains autres championnats nationaux en Europe ou dans le monde. Pourtant, cette saison, certaines initiatives du côté de la FFF laissent penser qu'il y a un peu, quand même, une volonté de mettre en avant notre championnat français par d'autres moyens, et ce, par une stratégie de communication. Stratégie dont on devine justement les objectifs grâce aux 3 initiatives que je vais vous présenter à présent. Première initiative, celle de l'hymne de la D1 Arkema, Let's Run, courons en anglais. Un hymne que certains connaissent peut-être déjà, d'autres moins, mais qu'on va apprendre à connaître au début de chaque match de D1. C'est une initiative qui permet de donner une image de marque bien identifiable à la D1 Arkema, d'en faire finalement un réel produit, un peu à l'image
de l'hymne de la Ligue des Champions qui résonne dans la tête de la plupart d'entre nous quand on entend parler de la Champions League et qu'on a du mal à se sortir de la tête par la suite. Deuxième initiative, celle du trophée de la joueuse du mois, bien évidemment. Une initiative qui permet de mettre en avant les joueuses, ces actrices qui nous font rêver toutes les semaines devant nos écrans ou dans les tribunes. Ce genre de choses se fait déjà ailleurs, le meilleur exemple étant celui des États-Unis, qui a un trophée de la meilleure joueuse depuis 2013 déjà. Le modèle français est simple, 3 nominés pour lesquels on peut voter afin d'élire la vainqueur ont, j'entends bien, le public en général sur les réseaux sociaux. Cette initiative a plusieurs atouts. D'abord, celui de mettre en avant de nouvelles joueuses chaque mois et de présenter des figures bien identifiables de la D1 Arkema. Deuxième atout, faire participer les supporters, leur donner un rôle à part entière au-delà des tribunes grâce à ce vote qui est finalement une sorte de gamification, en quelque sorte, de l'expérience D1 Arkema. Troisième atout, activer les réseaux sociaux des clubs, des joueuses et du championnat pour créer plus d'interactions sur les réseaux sociaux autour de la D1 Arkema et par là même lui donner de la visibilité. Enfin, dernière initiative, celle de remplir les stades et ce grâce aux matchs premium, plusieurs matchs identifiés comme des matchs clés tout au long de la saison pendant lesquels on va vouloir faire des tribunes une fête, donner des raisons supplémentaires au public de se déplacer, tout simplement pour remplir les stades et pour faire vivre et pour créer une nouvelle tradition en tribune de la D1 Arkema et en faire une tradition, on va dire, hebdomadaire de se déplacer au stade. Présence numérique et analogique, donc, depuis chez soi et dans les terrains, autour d'un produit bien identifiable et synonyme de nombreux plaisirs. C'est ça la stratégie de communication de la Fédération française de foot autour de la D1 Arkema pour cette saison, grâce à ces 3 initiatives. On attend maintenant de voir ce que ça donnera, la saison est longue, on verra dans les semaines à venir si l'efficacité aura été là ou pas. Merci Inès. Eugénie, Corinne, comment vous voyez un petit peu l'évolution de l'image de la D1 et du football féminin de manière générale? J'imagine que le mondial a pas mal aidé aussi à ce niveau-là. Oui, forcément. Le mondial était attendu depuis plusieurs années et je pense que il a rendu la médiatisation. Il a rendu ce qu'on attendait en fait, de la médiatisation, de l'engouement autour du foot féminin français, donc et l'inscription aussi de plein de petites à la rentrée. Donc oui, je pense que le mondial il a apporté beaucoup, mais c'est surtout l'évolution depuis, je vais peut-être partir à 10 ans maintenant, qui fait que ça continue chaque année à aller mieux. Les médias forcément, les matchs qui passent chaque week-end à la télé, c'est plein de petites choses qui font que ça évolue dans le bon sens. Eugénie, votre avis? Oui, je suis assez d'accord avec Corinne. C'est vrai que la Coupe du Monde a eu un impact énorme sur le football féminin en France et notamment par rapport au grand public qui a découvert l'équipe de France et qui a découvert le football féminin tout simplement. Après, je pense que c'est bien ce que la D1 Arkema met en place pour attirer plus de monde et avoir un meilleur spectacle. Je crois aussi qu'il faut réussir à attirer et à capter les gens derrière leur télé et pour ça, c'est jouer dans des beaux stades, avoir des caméras qui filment bien, une certaine hauteur aussi pour les caméras, des gens dans les tribunes et tout ça, ça favorise le spectacle et la médiatisation sera meilleure. Donc il faut aussi évoluer en ce sens, c'est que les matchs doivent être des spectacles et les gens font partie de ce spectacle et c'est ce qui se fait chez les garçons. Donc maintenant, bon après c'est plus difficile en ce moment avec le virus et les jauges qui sont limitées, mais je crois qu'il faudra à l'avenir aussi travailler en ce sens, oui. Entre les lignes. Voilà, écoutez, encore une fois, ça fait partie des sujets dont on pourrait parler toute la nuit. On va conclure ce premier podcast d'Entre les lignes. Merci à tous donc de l'avoir suivi. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. Merci surtout énormément Eugénie Le Sommer pour votre présence ce soir. On le rappelle, meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France, 7 Ligues des Championnes, 10 championnats de France. Aujourd'hui, on l'a un peu compris, vous êtes comblés sur tous les plans. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus finalement? Que ça dure et que je gagne encore plein de titres avec mon club, avec la sélection et voilà, que ça continue tout simplement.
Toujours fin de titre pour vous, Eugénie. Merci à notre consultante également, Corinne Petit, ex-internationale, 89 sélections, 5 Ligues des Champions, 10 championnats de France, dont certains titres aux côtés d'Eugénie. Hein. Bon courage du côté de La Rochelle, Corinne. Alors, c'est quoi un petit peu la suite pour vous ? En fait, je suis à Lyon, je suis proche d'Eugénie, mais je suis pas à La Rochelle. À La Rochelle, c'est vraiment un tout petit truc, mais que me souhaiter, rien que. Un bon anniversaire déjà. Ouais, en vrai. C'était lundi. C'était ce lundi. Oui. Merci Eugé. Non, voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir un beau bébé en cette année 2020, donc quelque chose de positif pour 2020. Donc voilà, j'essaie de profiter à fond de la vie après le foot. On a un beau carnet rose finalement entre votre mariage, Eugénie, et le bébé pour Corinne. C'est beau. C'est très beau. Merci aussi donc Nicolas Jambou, Inès Roy-Levanovic pour m'avoir accompagné dans cette émission. Merci à vous. Et puis on se dit dans un mois. Merci beaucoup. Merci à nos invités. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci encore à tous. Merci. Entre les lignes, le podcast de l'équipière qui raconte le football féminin du vestiaire au terrain.